Mesdames, Messieurs, bonsoir. En 2016, selon le dernier rapport interministériel du Comité de lutte contre les abus et le trafic illicite de drogue, 12% de la population ivoirienne, comprise entre 15 et 64 ans, consomme diverses drogues et la situation ne s'est pas améliorée. Je me trouve actuellement au sein de la Croix-Bleue. C'est un centre d'accueil et donc une organisation non gouvernementale d'utilité publique qui prend en charge les personnes qui souffrent de diverses addictions. Drogue, alcool, nicotine. Les personnes qui sont dans cet établissement viennent de leur plein gré ou très souvent encouragées par leurs parents. Elles sont hospitalisées et suivies à la Croix-Bleue. Mais entre les crises dues au manque de drogue, le découragement des familles et l'espoir du corps médical, mesdames, messieurs, le quotidien n'est pas toujours facile. Ce soir, mesdames, messieurs, nous avons voulu vous proposer une immersion inédite au sein de cet établissement. Nous avons suivi des jeunes qui ont entre 16 et 25 ans. Nous avons voulu comprendre comment peuvent-ils sortir de ces dépendances, quelles sont leurs souffrances et surtout, comment leurs familles vivent cela au quotidien. Mesdames, Messieurs, ce reportage inédit réalisé par les équipes de ce prod. En Côte d'Ivoire, 12% de la population âgée de 15 à 64 ans consommerait toutes sortes de drogues. Pour prendre en charge ces addicts, une douzaine de structures publiques et privées existent. La plus connue est la Croix-Bleue. Herbert Wonien est addictologue. Il travaille dans ce centre depuis 5 ans. Chaque matin, il commence sa journée par la visite des patients. Dans cette chambre, un jeune homme de 26 ans, accro à toutes sortes de substances, est endormi. À ses côtés, sa mère. Depuis que vous êtes rentré, comment ça va? Bon, je crois que ça va. Il dort bien? Oui. Il s'alimente correctement? C'est bon, il n'y a pas de problème particulier? Pas de problème, ça va. Il a mangé à midi, non? Pas encore? Non, pas encore. Là, il dort comment? Depuis combien de temps? Depuis ce matin, là? Depuis 10 heures. Depuis 10 heures. Docteur, le produit que vous voulez administrer de nature à les endormir ou à les rendre inoffensifs? C'est de nature à les faire dormir beaucoup. Parce que quand on prend des substances, l'inconvénient qu'on a, c'est que les substances agissent sur le cerveau pour détruire les neurones, donc entraîner l'insomnie. Et qui dit insomnie dit agitation. Agitation qui peut être physique, verbale et autres. Donc dans le syndrome de manque, il y a l'insomnie. Et l'insomnie qui appelle les autres signes. Donc l'objectif du traitement est de faire en sorte que le cerveau se repose. Et le cerveau il ne se repose que lorsqu'on dort correctement. Qu'est-ce qui vous a poussé à envoyer votre fils ici? Oui, ça fait 10 ans qu'il est dans ça. 10 ans avec 6 ans qui est dans ça et qui ne peut rien faire du tout. Et qui peut partir pendant 1 an, 2 ans ou bien 6 mois sans voir son enfant. Jusqu'à un jour, tu es là et puis tu espères, il vient. Et puis quand il vient aussi, c'est pas comme tu veux qu'il soit, qu'il ait tout ça. Pourquoi vous ne l'avez pas envoyé depuis et c'est maintenant que vous l'envoyez ici? C'est maintenant que vous avez... Il est venu une fois avec le papa, ici. Mais il n'a pas voulu rester. C'est-à-dire, quand on vient voir les médecins, vous partez à la maison, vous faites des examens avant de revenir. Mais quand vous arrivez, vous n'allez pas l'attacher. Comme il sait que vous allez venir avec lui, il sort et il ne revient pas. Il peut faire 6 mois là-bas. Comment vous allez faire pour le faire venir ici? Là, il est venu de lui-même. Et depuis longtemps, il est là. C'est pour ça que j'ai pu le faire venir. Sinon, ça fait 1 an qu'il n'était pas à la maison. Cette mère dépassée par les événements est inquiète pour son fils. Depuis 10 ans, sa vie est un enfer. Je peux vous dire que tout ce qui est chez nous à la maison, que ce soit des meubles jusqu'à l'habit, tout est parti. Juste pour pouvoir payer sa dose. Pas plus tard qu'il y a 1 semaine cela, mon portable est parti. On ne peut pas me joindre là. Il est parti avec. Ça dit tout ce qui lui tombe sur la main. Quand il a envie de prendre, il faut qu'il ait quelque chose pour aller vendre et puis prendre. Donc vraiment, c'est la souffrance. Et puis pour une mère, c'est le voisinage, tout le monde te voit comme quelqu'un, ton enfant est drogué, c'est ceci, c'est un bandit. Il n'était pas agressif, mais quand on dit un enfant est drogué là, tout de suite, vous êtes étiqueté. Il y a la stigmatisation. Voilà. Ils ont gâté leur enfant, alors que non. Une mère ne peut pas faire un enfant et puis dit, va prendre la drogue pour ne pas réussir. Tous les malades sont hospitalisés à leur demande. Ce jeune est interné depuis à peine 3 jours. Alors une question reste en suspens.
combien de temps va-t-il accepter de se soumettre aux soins? Si le patient est motivé, c'est plus facile. Par rapport où le parent est motivé puis le patient n'est pas motivé. C'est ce qu'il y avait durant 10 ans. Mais là, apparemment, il a compris. OK, donc là, il dort. C'est tant mieux pour lui. Il va dormir comme ça et puis bon, on verra. Au fur et à mesure qu'on évolue dans les temps, on va réduire les doses pour qu'il puisse se retrouver. Des parents dans la détresse, des patients assommés par les médicaments. L'addiction est une dépendance très forte à une substance qui peut nuire à l'organisme et entraîner des comportements violents, des maladies psychiatriques, voire la mort. Alors, combien de patients est-ce que vous avez actuellement en hospitalisation? Actuellement, il faut dire que toutes nos chambres d'hospitalisation sont occupées. Nous avons une quinzaine de chambres, donc on peut dire qu'on a une quinzaine de patients actuellement. Pour atteindre ces objectifs, la Croix-Bleue se doit de désintoxiquer les patients victimes de consommation abusive, de rééduquer les patients désintoxiqués, d'aider les ex-pensionnaires à se réinsérer sur le plan familial, professionnel et social. Et enfin, elle se doit d'éduquer et sensibiliser la population. C'est vous qui avez dormi la nuit dit avec lui jusqu'aujourd'hui? Dans la nuit, il n'y a pas eu de soucis? On a eu un petit souci parce qu'il s'est dit que sa mère faisait un peu mal. Oui, oui. Parce qu'on n'a pas trouvé ces gens. Donc ce matin, on a fait un effort. On allait chercher ça. C'est passé ce soir. Non, ils vont utiliser ça ce soir. En fait, ce qu'il a ressenti, c'est les effets secondaires. Ne vous inquiétez pas, ça va passer. Donc le soir, on va utiliser ça et puis bon voilà. Donc c'est juste ça. Il n'y a pas de souci, non, mais c'est juste ça, il n'y a pas eu de problème dans la nuit. Ça va un peu. Ok. Tu as bien dormi la nuit d'hier aujourd'hui? Non, hier, vers 23h, les nerfs ont s'attiré. Tu as commencé à les nerfs quoi? Les nerfs, les pieds. C'est dû à l'injection, mais ça va passer. Ta maman devait avoir un produit, il n'y avait pas un produit qu'elle devait avoir aujourd'hui là. Je pense qu'il a pu acheter la Attends, voir. C'est diazépam là. Ah, ils ont eu, ok. Et hier, il n'y avait pas, donc aujourd'hui, vous faites son diazépam. Docteur, les produits que vous utilisez pour le traitement ont souvent des effets secondaires comme ça? Oui. On utilise les léronatiques, les benzodiazépines, les antidépresseurs, ils ont tous des effets secondaires. Et c'est les effets secondaires qu'on surveille surtout lorsqu'on fait les visites. Voilà. Ce n'est pas dangereux pour ces malades-là à la longue? Non, voilà pourquoi il faut la précision, le respect des doses par les patients et le respect de la durée de la précision et la réduction progressive le plus rapidement possible avant qu'ils puissent être aussi attachés aux médicaments. Voilà pourquoi nous, nos patients qu'on suit ici, que ce soit en hospitalisation ou à la maison, la manipulation des médicaments se fait par un autre que le patient lui-même. Pour une meilleure surveillance et pour une meilleure observance aussi au traitement. Voilà. Alors pourquoi aussi ce sont des médicaments qui se prescrivent que sur ordonnance médicale. Normalement, ce sont des médicaments qu'on ne doit pas donner s'il n'y a pas une ordonnance cachetée par un médecin. OK. Donc, cher ami, tout à l'heure. OK. Bon, je pense qu'on a fini. Avant d'être hospitalisés, les patients se soumettent à un entretien avec une assistante sociale. Objectif, décrypter les motivations des jeunes addicts. Solo a 17 ans. Il se drogue depuis 6 ans. Il est accompagné par sa tante. Maman lui a dit que tu consommes des choses, c'est ça? J'ai arrêté ça. Tu as arrêté? Sûr? Oui, c'est vrai. D'accord, c'était quoi? Les cigarettes. Cigarettes. Et puis quoi d'autre? La boisson. La boisson. D'accord. Et puis quoi d'autre? C'est fini. Tu sais, c'est pas le tribunal ici, c'est pas le commissariat, ok? Ici, nous sommes là pour te venir en aide. C'est pas pour te juger, c'est pas pour te mettre en prison. Tu dis la vérité, tu as compris? La cannabis. Ah, d'accord. C'est ce que tu voulais pas dire. Hein? Pourquoi tu n'as pas voulu dire? C'est parce que c'est interdit, n'est-ce pas? C'est interdit par la loi de la Côte d'Ivoire. Gagner la confiance du patient, lui faire avouer son addiction et lui faire réaliser que ce qu'il fait est dangereux. Un entretien tout en douceur pour l'amener à se faire soigner. Mais pourquoi ce sont les feuilles que tu prends? Parce que c'est bon. C'est bon. Ça fait sciencer. Ça fait sciencer. Comment? Tu réfléchis bien, tu es content. Moi, j'en ai su, tu es content.
Qu'est-ce qui s'est passé quand tu as eu 11 ans pour que tu prennes le cannabis? Non, on faisait parler de nous, parler de marcher. Et ça, on faisait un peu. Il y a un autre défensif, quoi. Les gens qui sont devant nous. C'est eux qui prenaient ça. Et nous est forcé à prendre ça. Pour pouvoir se battre, quoi. Non. Pourquoi? Pour rien. On dit que ça fait sciencer. Ça fait sciencer. C'est pour ça que nous on blagué. Mais quand toi-même tu as appris, qu'est-ce que tu as aimé? De la manière son poulet est lui-même, quoi. De la manière lui-même, il est là. Et de la manière, on le met là, des papiers là, pour faire là. C'est joli, bien non. Tout ça là, moi aimé. Est-ce que c'est facile à trouver tout ça partout? À Pégal, à Pégal, vous pouvez acheter ça partout. Et c'est combien? C'est 250. C'est beaucoup. Un sachet plein à 250. Et quand vous achetez le paquet comme ça peut faire combien de temps? Ça peut faire 4 là. Ça peut faire 4 tiges, c'est ça? C'est ça. 4 tiges. Comme ma main, comme ça. 4. Et par jour, vous prenez combien? Non, par jour. Un seul sachet par jour? Non, beaucoup de sachets. T'achètes pour combien comme ça? Si j'ai la lance seulement, moi j'achète des petits là. Un peu venir pour 2000 comme ça. On sait pour venir pour 2000 francs. Non? 1000 francs, 500, ça vient seulement. Tant que moi c'est assis, ça vient. Donc on va t'aider. Il ne faut pas avoir peur du Jones. Hein? Depuis Jones, ce sont les premiers jours. Jones, c'est rien. Tu peux dire que tu as arrêté, c'est tout. L'objectif semble atteint. Solo accepte de rencontrer un infirmier pour procéder à son hospitalisation. Un deuxième entretien, plus direct, pour clarifier la situation. Tu as touché au cannabis, c'est ça? Tu as arrêté ou bien tu continues? Arrêté. Tu as arrêté. Tu as arrêté, ça fait combien de temps? Combien de mois, combien d'années? C'est avant-hier arrêté. Avant-hier? C'est vrai que tu n'as pas encore arrêté? Non, il a arrêté. Il n'est plus touché. Tu n'as plus touché. Comment tu as fait pour ne plus prendre le produit, drogue là? Comment tu as fait pour ne plus toucher? Il a arrêté ça. Tu as arrêté ça comment? Si ton ami te voit et puis te donne, tu ne vas pas prendre? Non. Tu vas lui dire quoi? Il a dit, moi, je ne plus ça. Il a dit, mais on est ensemble. Moi, je te dis de prendre le produit. Tu ne vas pas payer. Il faut prendre. Non, il va prendre. Il dit, c'est pas payant. Ou bien tu n'es plus mon ami. Il ne va pas prendre. Tu vas pas prendre. Il y a amitié. Il y a amitié un jour. Et pour me garder là, ça fait 2. Est-ce que si on te gardait ici, ça allait être bien si tu dormais à l'hôpital ici? Ça allait bien. Pourquoi? Parce que vous voulez mon bien. D'accord. Si on te demandait pourquoi tu veux arrêter la drogue? C'est parce que c'est pas bon, ça détruit l'homme. Bon, voilà, nous sommes à la fin de notre petite consultation. Vous allez prendre tout à l'heure des renseignements auprès de notre CPT et on va vous dire le prix des examens. Le lundi, vous faites les examens. Le mardi, on aura les résultats. Et puis, s'il y a lieu de compléter le traitement, on va compléter. Avant l'hospitalisation, Solo doit passer des examens d'urine et sanguin. Objectif, vérifier les dires du patient sur le type de substance qu'il consomme. Solo doit revenir dans 3 jours. Reste à savoir s'il respectera le rendez-vous. 7 infirmiers travaillent chaque jour dans cet établissement. Où sont les infirmiers? Ils sont là? Ah, pardonnez. Eugène rend visite à un patient hospitalisé la veille. On a pris ton sang ce matin? C'est où? Quand on fait? Ah, ici? On va peut-être ici. Dès qu'on a les résultats, on va encore ajouter d'autres produits sur son traitement. Major, de quoi il souffre, le monsieur? C'est vraiment un cas d'addiction aux substances psychoactives. THC, c'est-à-dire le cannabis, cocaïne, héroïne. Mais il faut qu'on fasse des examens pour confirmer. Donc, à tout à l'heure.
Selon la Croix-Bleue, en 2019, environ 25% des usagers de drogue consommaient des dépresseurs comme l'alcool et le cannabis à faible dose. 13% consommaient des stimulants dont les plus connus sont les amphétamines, la cocaïne et la nicotine. 46% prennent des hallucinogènes comme le cannabis à forte dose. Et 16% étaient dépendants des drogues dures comme le crack ou l'héroïne. Donc, on va faire ta piqûre. C'est une petite piqûre. C'est pas aussi... C'est pas... Ça va pas te faire mal. Parce que la dernière fois, là, c'était pas facile, hein? C'était pas facile. Oui. Quand je me touchais, il y avait l'impression qu'elle était étouffée, il me sentait étouffée. Et je dis, attends, je me pose la question, c'est pour me tuer si vous voulez. Non, on va pas te tuer. La preuve est que tu vis encore, c'était pas pour te tuer. Eugène est avec un patient hospitalisé depuis 2 semaines. Il a 25 ans et prend de la drogue depuis l'âge de 20 ans. Sa forte consommation l'a considérablement fragilisé psychologiquement. Souvent incohérent, il est persuadé qu'il est en mission dans cet établissement et que c'est lui qui soigne les toxicomanes de la Croix-Bleue. J'avais une mission à mener. La mission, moi, dès le premier jour, j'ai passé l'entretien avec le psychologue. Le premier jour, il m'avait demandé à ce que je peux apporter mon aide pour que les gens arrivent à se ressaisir, se répondre en commun. Qu'est-ce que vous envoyez ici? Bon, c'est par rapport à la mission que je vous ai parlé, j'ai entretenu avec nous. Là, par rapport à ça, je suis venu pouvoir apporter un appui au niveau des psychologues, un appui à faire avec. Je ne veux pas que cela pèse trop sur eux parce qu'il y a eu du mal à accumuler la situation. Donc, selon vous, on vous envoie ici pour aider vos jeunes frères qui sont ici? Mais au-delà de ça, c'est pour prendre mon congé, un repos. C'est quoi la particularité de ce patient? Non, ce sont les méfaits de la consommation de la drogue. L'enfant commence à rentrer dans la maladie mentale. Il commence à rentrer. Il y a la mégalomanie. C'est ça, les conséquences de la consommation de la drogue. Et quand ces symptômes-là commencent à être fréquents, il faut craindre l'entrée réelle dans la maladie mentale. La personne peut virer vers une schizophrénie, une paranoïa ou bien une bouffée délirante aiguë. Quand lui, il est arrivé, depuis fort longtemps, enfin ça fait pratiquement 2 semaines qu'il est là, on donne les neuroleptiques. C'est ça qui a fait qu'il est un peu calme. Neuroleptiques. Les neuroleptiques. Ce sont des médicaments qui agissent sur le système nerveux. Ce sont les neuroleptiques. Donc, c'est ça qui fait qu'il est un peu calme. Les conséquences de la surconsommation de drogue sont terribles sur les jeunes patients. Outre le fait qu'ils arrêtent leurs études, 15 à 20% d'entre eux seraient atteints de troubles psychiatriques. Nous retrouvons le docteur Ouanien, l'addictologue. Il est en discussion avec Joël, un patient suivi à domicile depuis 1 mois. Quand tu t'assois et puis tu vois tout ça là, qu'est-ce que ça te fait? Ça me gêne. C'est pour ça que je lui dis tout le temps que je vais aller ailleurs. Oui, non, quand je suis assis là, puisqu'elle me marre, elle m'insulte beaucoup. Ça agit sur ma santé. Pourquoi elle t'insulte? Elle me met pris même de devoir mourir. C'est ce que tu penses? Oui, elle m'a jamais vu fumer. Elle peut appeler à dormir même pour te demander si elle me drogue. Je suis tout près là, ils vont dire c'est faux. Elle est là pour mentir sur moi. Elle me traite de voleur. Elle me menace beaucoup. C'est tout ça qui fait que tu préfères sortir avec elle. Mais parler aux causes à les gens, c'est mieux. Oublier un peu. D'accord. C'est ça qui me pousse souvent même à fumer. Donc souvent, quand tu fumes, c'est par rapport à la pression que tu as là à la maison. Puisque même depuis que j'étais à dormir, c'est le même comportement qu'elle faisait. Je dis auprès d'elle, c'est la même chose. Mais la jeune m'appelait toujours, tu dis quelque chose. D'accord. Souvent même, il voulait frapper maman. Tout le temps, maman criait. Bon, ça, c'était dans son état, on ne va pas trop Mais tu es dans un état, on te fait venir, on te... Toi-même, docteur, vous avez dit qu'il ne doit pas sortir. Oui. Moi, je sors matin, je rentre à 17h ou 18h. C'est quel temps? Moi, je venais. Entre 7h et puis 17h, moi, je ne suis pas à la maison. C'est quelle pression je mets sur toi entre 7h et 17h, et puis toi, tu sors quoi? Mais pourquoi la nuit, il ne sort pas? Si il change, même le téléphone que je prends pour me distraire, elle a pris dans ma main. Je vais t'arracher. Puisque ce que je te dis de faire, tu ne le fais pas. C'est moi, j'ai payé mon portable pour te donner. Tant que tu ne changes pas, je te remets pas le portable. Elle va faire quoi? Si elle veut plus de moi, là, elle n'a pas me donné mon 33, elle me retourne à dormir.
Pour aller te Pourquoi tu droguer. penses qu'elle veut Pourquoi tu penses qu'elle veut faire de toi? Pourquoi tu puisses? Vous me parlez de droguer, j'allais me droguer pour faire quoi? C'est un patient qui est admis ici pour polytoxicomanie. Donc là, sur le plan clinique, là, le syndrome de manque, ça va. Parce qu'il dort correctement, il mange bien, il s'alimente correctement. Ça m'est même à signaler. Il est mieux qu'avant. Si cette mère est à bout, c'est qu'elle a découvert tardivement que son fils consommait de la drogue. Les mensonges et la violence ont eu raison de sa patience. Elle n'a plus confiance en lui et lui ne la supporte plus. Il faut comprendre une chose. Les parents sont ce qu'ils sont. Tu as dit tout à l'heure que ce n'est pas comme ça, ta maman était avant. Mais nul ne veut voir son enfant consommer de la drogue ou bien avoir pris de la drogue. Donc, une fois qu'un parent a ça en tête, le comportement qu'il avait envers toi, c'est sûr que ça va changer. Ça, c'est clair. Mais moi, ce que je veux que tu comprennes est que dis-toi que tu dois arrêter pour toi-même d'abord. Le traitement de Joël coûte 16 000 francs CFA par mois. Une somme importante pour cette mère célibataire. Son propre père l'a abandonné. Juste aujourd'hui, il est quitté à Biomi. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a appelé. Tu dépenses combien? Personne. Depuis qu'il est quitté là-bas? Depuis qu'il est quitté là, personne. Juste aujourd'hui. Et vous faites quoi dans la vie? Je suis secrétaire. D'accord. Et c'est assez lourd pour vous de pouvoir régler ce traitement-là régulièrement? Vraiment. Parce qu'il a son frère qui va à l'école, qui est étudiant. Alors, je paye ses cours. Face au médecin, il n'est pas rare que la parole se libère, une sorte d'exutoire qui soulage tout le monde et qui permet aux patients et à leurs familles de repartir du bon pied. Une accalmie qui, malheureusement, est souvent de courte durée. Beaucoup de pression, docteur? Beaucoup. On a l'habitude, on comprend les parents. C'est vrai qu'il y a la pression vraiment de la mère, mais on la comprend. Elle se sent seule auprès de son fils, voilà. Donc, elle a l'impression que ce qu'elle fait n'aboutit pas. Elle a l'impression que lui aussi, il ne met pas du cœur. Donc, c'est tout ça ensemble qui l'emmène à avoir ce type de comportement. Nombreux sont les toxicomanes qui viennent consulter une première fois et disparaissent totalement. C'est le cas de Solo, le jeune de 17 ans. Bien qu'il avait rendez-vous ce jour pour son hospitalisation, il ne donne plus de nouvelles. Sébastien Quadio est psychologue. Pour tenter de comprendre ce qu'il se passe, il se rend à son domicile. Pour ce patient-là que vous allez rencontrer aujourd'hui, comment est-ce que vous comptez en quelque sorte aborder les choses? Est-ce que ça sera évident de le convaincre là aujourd'hui? Bon, c'est possible, puisqu'il y a eu des cas à domicile, on a pu les convaincre le même jour. Pour d'autres, il faut attendre 2 ou 3 séances à la maison avant que l'individu n'accepte de se faire soigner. Donc on va essayer. Notre souhait, c'est qu'il revienne, mais si il refuse de revenir, pour nous, ce sont des étapes, c'est un processus, donc il faut aller jusqu'à le convaincre. Direction à Bobo. Arrivé sur place, le psychologue découvre Solo, allongé sur le canapé, totalement drogué. Salut, Tchèque. Maman, bonjour. Il va coucher. Ce matin, elle prend sa sieste. Depuis quand il est rentré? Il est venu de nouveau pas. Il n'a pas duré dehors, il est venu se coucher. Solo est dans un état second et tient à peine debout. Viens. Faut t'asseoir. Assieds-toi. Viens, assieds-toi là. Passe ici. Assieds-toi là. Elle est sonnée. Solo, ça va? Tu me vois bien? Hein? Un peu seulement. Tu me vois? Ok, faut t'asseoir, sinon on aura du mal à causer. Faut t'asseoir. Assieds-toi. Assieds-toi comme ça. Solo, tu m'entends? Tu es fatigué, hein? Tu étais où ça? Tu étais où? Tu étais ici. Tu es sorti un peu et tu viens d'entrer. Tu as pris quelque chose, hein, on dirait. Mais tu pourrais t'asseoir, il faut t'asseoir correctement.
Depuis longtemps, on ne t'a pas vu, il fallait qu'on vienne te voir. Tu as compris? Hein? Voilà, assieds-toi. On dit quoi? Tu devais venir chez nous, là. On ne t'a pas vu, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as pris quelque chose? Ok, donnez-lui de la boire. Le psychologue tente d'établir un contact avec Solo, mais c'est peine perdue. Aucun son ne sort de sa bouche. Bon, il sera obligé de revenir. Ou, si les parents acceptent, souvent on les envoie des fosses. Lui n'est pas violent, donc ça ne pose pas de problème. Il n'est pas violent. Il va dormir jusqu'à ce qu'on arrive là-bas. Il voyage demain. Ah, mais là... Pourquoi le faire voyager? On dit pour qu'il quitte le milieu. Non, mais... Peut-être que ça va donner quelque chose. Mais vu qu'il n'est pas stabilisé, est-ce que ce n'est pas encore plus dangereux pour lui? Ça sera dangereux pour lui, hein. Bien que Solo soit dans un état catastrophique, la famille semble ne pas pouvoir se permettre financièrement de faire hospitaliser Solo. Elle préfère donc l'envoyer au village. Si les parents décident qu'on le renvoie à la Croix-Bleue, nous on l'amène. Puisqu'on ne peut pas prendre l'enfant de force pour envoyer à la Croix-Bleue sans l'accord des parents. Est-ce que, madame, vous avez les moyens là de le faire interner? Vraiment, ce serait difficile. Ce serait difficile d'avoir tout ce qu'on nous demande déjà. Déjà pour les examens. Combien vous ont demandé pour les 55 000. 51 000. 51 000, voilà. Et la consultation, c'est pas 7 000 ou 8 000. 7 000. Donc ça faisait déjà une affaire de 60 000 presque. Qu'on est en train de chercher à recueillir. Et puis voilà. Et quand il a fui, on dit bon, pourquoi se fatiguer pour quelqu'un qui n'a pas de volonté? Le problème, c'est que cette maman a effectué des démarches auprès de la Croix-Bleue sans que la famille n'en soit informée. Et surtout sans que son frère, chef de famille, ne donne son accord. Sébastien est en ligne avec lui pour tenter de le raisonner. J'étais venu en consultation chez nous et en principe on devait le voir aujourd'hui. Depuis le matin on l'attendait donc on a appelé. Ok. C'est pas grave, ça va aller. Je pense que c'est... Je pense qu'on va s'entendre. On va s'entendre. C'est pour le bien de l'enfant, on va s'entendre. Vous avez compris? Donc, je vais vous croiser d'abord. Vous avez compris? Si demain vous êtes disponible, je vais voir si je peux venir vers vous ou bien vous viendrez vers moi. On va discuter pour qu'on trouve une solution pour l'enfant. Sébastien repart sans Solo, mais il a rendez-vous avec son oncle le lendemain. Pratiquement tous les cas à domicile, c'est ce qu'on rencontre. Soit c'est le père qui ne veut pas voir l'enfant, la mère ne veut pas voir l'enfant, donc il faut toujours régler ces problèmes-là avant que l'individu puisse se déplacer avec l'enfant. Donc en réalité, la psychologie que vous faites n'est pas seulement pour l'individu, mais pour également le milieu familial. Bien sûr, c'est pour le milieu familial. Voilà. La consommation, ça divise tout le monde. Donc il faut essayer d'établir ces liens-là, rétablir ces liens afin qu'on puisse faire la désintoxication et que l'enfant puisse sortir. Parce que si l'enfant, on commence le traitement et que l'enfant arrive à la maison, il y a des problèmes, c'est sûr qu'il va consommer encore. Retour à la Croix-Bleue. La nuit, 3 infirmiers assurent la garde. Avant le coucher, ils visitent les patients. Mardoché vient d'être hospitalisé. C'est quoi ton nom? Tu as tout ça dans ta bouche. Tout ça là, C'est ma carte de machine, la Chine, alors il travaille. Non, je parle de ça. Cigarette là. Non, le briquet là, tu laisses avec nous. Oh, tout ça, on va pas ça ici. Est-ce que tu boules le matin là? Non, c'est pas bon. Madame, mais jamais on rentre pas ça ici. Tu vas pas l'eau ici, là, mouiller ma tête un peu pour voir réfléchir. C'est ma carte, c'est ma carte. Je travaille en bas. Il faut donner à ta gosse, ça va garder. Non, laisse cette carte là. Non, briquet, tout ça là. Oui. Vers midi, on a Et qui vous a reçu? Et quel médecin qui vous a reçu? la dame là. Docteur Etienne. À l'instant là. C'est la cigarette là. Non, vous allez partir avec. Quand vous venez ici là, je ne sais pas si on vous a expliqué. On ne rentre pas ici avec tout ce que vous avez vu là. Cigarette. Il a caché, nous on n'a pas vu ça. Il a sorti, il dit il va les payer. Ce que le gardien ne voulait pas le laisser sortir. Donc il est parti là. Il est venu se chasser là, il a montré. Et on dirait qu'il a caché. Il a caché. Non, il n'a pas le droit de sortir d'ici.
Il ne doit pas avoir l'argent sur lui. Téléphone, tout ça, il ne doit pas avoir ça sur lui. Tu as entendu, non? Tu dis ton lali. Non, mais il t'a dit que tu dois te reposer. Non, tu dois te reposer. Voilà, tu dois te reposer. Quand tu as sorti là, tu as écouté encore. Tu dis ton lali, il dit on ne peut pas te donner. Il faut qu'on va prendre renseignement chez le médecin d'abord. C'est pas ce qu'elle t'a dit. Donc, tu as entendu, non? À elle, l'argent. Si dans avant de partir, on ne va pas te donner l'argent. On dit on ne doit pas te donner l'argent. Non, mais si tu as besoin de quelqu'un, quelque chose, tu nous dis. Mais les parents sont là. Lorsque moi je faisais mon travail. Tu sais pourquoi on dit que quelqu'un n'a pas resté ici à toi? Celui qui va rester ici à toi, c'est celui-là qui va faire tes couches. Tout ce que tu veux obliger, la personne achète pour te donner. Mais toi-même, personnellement, on ne peut pas te donner l'argent. Donc il faut laisser les parents là. Ton frère qui va rester ici à toi, là, il va garder l'argent qu'on va lui. L'argent, on va lui remettre, il va payer soit les médicaments. S'il n'y a pas de médicaments, on va acheter. Si tu as tout faim, ce on va que acheter. tu veux. Tu as le vin rouge qui laisse, ça va dire. Compris? Vin rouge. Oui. C'est vrai. Qu'est-ce qui explique ce genre de cas qu'on rencontre? Pourquoi il a pu entrer ici avec la cigarette? Bon, peut-être c'est la première fois. Ils n'ont pas bien expliqué. Parce que avant de l'hospitaliser, on explique dans l'eau de l'âge, et aussi, vous comprenez ce qu'on lui dit. Donc, je pense que, comme d'habitude, comme toujours, la dame là, elle est venue à 14 et 15 heures. Tous ceux qui sont chargés pour expliquer tout ça, ils ne sont pas là, ils sont partis à la maison. Et ils sont à 16 heures. L'assistance sociale, le psychologue, ce sont leur travail, ça. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas une différence au niveau de la sécurité? Parce que si on arrive à rentrer... Je ne vais pas tout rentrer les gens parce que vous voyez qu'il y a seulement un vigile. Il est seul. Voilà. Il ne peut pas laisser le total et puis aller faire autre chose. Sinon ici, bon, si quelqu'un arrive, il doit rentrer encore comme ça. Si moi il y avait deux, au début il y avait trois, je crois que trois. Mais il y a eu tellement de choses, donc dû virer deux, et puis on a laissé celui-là. Bon, ils se changent au fur et à mesure, quand ils sont, je crois, trois, mais ils viennent chaque jour, chacun jour. Aujourd'hui, celui-là, demain, il y a rien d'autre à dire. Donc, concernant la sécurité, là, nous n'avons pas vu ça. Je pense que les toxicomanes sont des patients à surveiller 24 heures sur 24. Ils sont prêts à tout pour consommer de la drogue. Mais par manque de moyens, et donc de personnel, difficile de contrôler tous les patients. Le lendemain matin, Ismaël, 18 ans, élève en classe de terminale, arrive pour la première fois au centre en compagnie de sa mère. Il consomme du cannabis depuis 1 an. Depuis quand vous savez que votre fils prend des substances? C'est depuis l'année passée. D'accord. Et quand vous avez su, qu'est-ce que vous avez fait déjà, d'un premier temps? Non, c'est juste pour parler. Faut pas faire ça, faut laisser tout ça. Que c'est pas bon, ça détruit. Le niveau que tu as, ça peut te rendre fou. Et il a dit quoi? J'ai compris, je l'ai fait. Il n'a plus jamais touché. Vous l'avez vu fonctionner? C'est que depuis l'année passée, juste aujourd'hui, on n'a jamais surpris, on n'a jamais senti l'odeur sur lui, en tout cas. Mais c'est autour dans le quartier, les gens en parlent, d'autres viennent dire, ah, votre fils il a des mauvaises fréquentations dans le cours, on le voit. Et c'est comme ça que nous, on a suivi, mais quand on lui a donné, on nous a dit effectivement. Ta dernière consommation date de quand avant d'arriver ici aujourd'hui? Jeudi. Pourquoi c'est maintenant que tu vas arrêter? Quand tu as commencé dans le temps, tu n'as pas arrêté à ce moment? Bon, je prends conscience maintenant que j'ai un régime d'abord pour ma santé. Mes parents ici, ça va. Bon. Mes parents ici qui me disent que non, ce n'est pas une bonne chose de arrêter de faire ça. Ma mère aussi ici présente. Donc ça peut essayer de décider d'arrêter. Quelle stratégie tu vas adopter pour arrêter? Quelle sera ta technique? Oublie ce qu'on va faire, ce que les parents vont faire, ce que les psychologues et les assistants sociaux. Toi-même d'abord. Qu'est-ce que tu veux faire pour arrêter? Je vais d'abord me ranger.
Oublier les mauvaises habitudes, les mauvaises fréquentations, les sorties trop non. D'accord. Tout stopper. Donc, la mauvaise fréquentation. Revoir tes mauvaises habitudes, les sorties et puis tout ça. Nous parlons de mauvaises fréquentations. Tu penses que tu pourras éviter ces mauvaises fréquentations? Les amis qui fument, quand tu parles de mauvaises fréquentations, tu parles déjà des amis qui fument. Je pense que tu pourras vraiment les éviter. Je ne peux pas vraiment les éviter, mais je vois, c'est les salutations plus là. Je vais faire ce que j'ai à faire et je ne veux pas faire ce que j'ai à faire. Tu peux faire ça? Ouais. Tant mieux. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on arrête de fumer la drogue et puis on marche avec Kofi ou bien Georges qui fume. C'est pas logique. Ou bien on arrête de fumer la drogue et puis on fréquente les endroits où on en consomme. C'est pas logique. Donc, quand tu arrêtes de consommer la drogue, quand tu veux arrêter, tout ce qui est en rapport avec la drogue, tu dois t'en séparer. Que ce soit les amis, les endroits, les objets, tout ça. Combien de temps peut durer le traitement? La durée en fonction de l'évolution clinique du patient. S'il évolue bien, c'est une histoire de 3-4 mois. Évoluer bien, ça veut dire, est-ce que par moment il fume, est-ce que les contrôles inopinés du test urinaire montrent des substances? Déterminé et motivé, Ismaël et sa mère se rendent au guichet pour s'acquitter des frais d'examen. On allait pour prendre les renseignements, on nous dit que les... Comment on appelle la même là? Les examens pour 52 000 francs. C'était combien d'examens? C'est 2 examens. 2 examens. Examen du sang et puis examen de l'urine. C'est les deux qui font 52 000 francs. D'accord. Donc on n'a pas les 52 000 francs. Nous allons partir pour revenir jeudi. Les problèmes financiers sont un frein considérable pour ses parents dans le désespoir. Les problèmes de drogue en Côte d'Ivoire, comme partout dans le monde, touchent toutes les classes sociales et tous les âges. Ainsi, plus de 49% des patients pris en charge par la Croix-Bleue pour une addiction ont entre 15 et 24 ans. Plus de 43% ont entre 25 et 49 ans. La majorité de ces patients, soit plus de 78%, sont polytoxicomanes, c'est-à-dire qu'ils consomment au moins 2 substances. Nous retrouvons Sébastien, le psychologue de la Croix-Bleue, en pleine discussion avec l'oncle de Solo. Donc on est parti et j'ai vu l'enfant dans un état. Il dit bon, il faudrait qu'on agisse tout de suite. Maintenant, comment vous fonctionnez? Ok, la Croix-Bleue, on fait la désintoxication. Dans votre activité de désintoxication, il reste à la maison, vous venez le suivre? Il y a deux éventualités. Soit l'enfant reste à la maison et vient prendre ses soins, ou l'enfant reste avec nous. Mais à la maison, il y a des conséquences. Parce que les produits qu'on va lui donner ne vont pas avec la consommation. Et si tu mélanges ces deux produits, on risque de créer encore un poison pour lui. C'est comme où il est actuellement, c'est comme quelqu'un qui est tombé dans un puits. Oui. Tu dois l'aider à sortir. Bien sûr. Lui, quelle que soit ta force, si tu es dans un puits, tu peux pas. Il faut déjà maintenant pour t'aider. Voilà. C'est en dehors d'un si tu sors maintenant, là, bon. La dernière fois, je lui ai dit, c'est même les mêmes images qu'il lui prenait. Il dit, si tu es dans l'eau, que tu veux qu'on t'aide là, soulève ta main seulement. Nous, on a besoin d'un petit effort. Si tu soulèves ta main, nous, on va saisir cette main-là et tu fais sortir de là. Donc, je souhaiterais qu'on procède comme ça. Une fois que vous êtes entendu, vous avez mon numéro, appelez-moi. On va venir, même si c'est pour m'asseoir avec vous, la tante, nous tous, on va organiser. Puis on va appeler l'assistance sociale. Et ensemble, on va trouver une solution. Voilà. Non, moi, je suis partant. Hein, voilà. Après plus d'une demi-heure de discussion, l'oncle semblait convaincu de l'urgence de conduire Solo à la Croix-Bleue. Mais malheureusement, il n'est jamais revenu au centre. Sortir les toxicomanes de leur dépendance est un véritable parcours du combattant qui demande des moyens financiers considérables et une volonté de faire. Mesdames, Messieurs, ce soir, je me trouve au sein de la Croix-Bleue, ce centre d'accueil, et à mes côtés, le directeur et médecin-chef de la Croix-Bleue, le docteur Djebidje. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Elia. Et merci de nous recevoir dans votre établissement. Merci à vous également. Nous avons suivi pendant ce reportage Solo. Grâce à vos services et avec un de vos psychologues, nous l'avons retrouvé chez lui.
Il devait revenir dans votre centre. Qu'est-ce qui s'est passé? Que Soro nous a été adressé par sa famille. Et au départ, il était réticent pour les soins. Mais après, il est venu pour faire ses 2 examens. Il est venu pour un entretien et nous l'avons suivi en partie. Aujourd'hui, Soro est reparti à la maison. Il devait revenir pour qu'on puisse planifier sa prise en charge. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est plutôt un problème de financement qui retient Soro à la maison. Mais à ce niveau, que faut-il faire? C'est bon peut-être de rappeler que nous allons jusqu'à une réduction, une remise de l'ordre de 25 à 30% pour des cas indigents, mais les soins ne peuvent pas être totalement gratuits. Dans son cas précis, qu'est-ce qu'il faut exactement pour que Solo revienne à la Croix-Bleue? Alors, pour ce cas précis, nous envisageons de déléguer une équipe auprès de la famille pour que ce cas-là soit vraiment pris en charge. Docteur, dites-nous, quelles sont les drogues les plus consommées en Côte d'Ivoire par les jeunes? Malheureusement, tous les types de drogues sont consommés ici en Côte d'Ivoire, oui. À commencer par les drogues licites comme le tabac et l'alcool, pour faire un pas vers les drogues illicites, le cannabis, la cocaïne, l'héroïne, les amphétamines, et presque toutes les drogues sont consommées en Côte d'Ivoire, malheureusement. Alors, le phénomène de la drogue est un problème en réalité de santé publique en Côte d'Ivoire. Quels sont les dangers et les conséquences, surtout pour ces jeunes? Il faut voir ça sous 2 angles. Déjà au niveau étatique, mais aussi au niveau individuel. C'est vrai que c'est celui-là, le niveau individuel, qui nous préoccupe le plus souvent, parce qu'on vit avec les individus. Oui. Mais la question des drogues touche aussi les États. Le commerce illicite des drogues entraîne une perturbation énorme de l'économie. La vente illégale, le commerce illégal des drogues entraîne des violences, oui. Entraîne des guerres fratricides, entraîne la déstabilisation des États. Et pour descendre au niveau de l'individu, quand on est aux drogues, on est déjà confronté à la dépendance, qui passe peut-être inaperçue, mais qui est un autre maître dans notre vie. La dépendance qui fait battre en brèche les préoccupations les plus essentielles de notre vie. L'usager est quelque peu antisocial. Il vit en marge de la société, il n'arrive pas à s'insérer. Il n'arrive pas du tout à s'insérer, il vit marginalisé, il pense qu'il est marginalisé par la société, mais lui aussi repousse la société parce qu'il est dans un monde rétréci qui ne se résume qu'à lui et à sa drogue. Il est pauvre parce que les drogues coûtent extrêmement cher. Celui qui est aux drogues, c'est la vie scolaire des enfants qui est prise en otage. C'est une utopie de penser que ce fléau touche un milieu social spécifique. C'est une utopie parce que le phénomène, il est là. La drogue frappe à nos portes, la drogue est dans tous les milieux, personne n'est épargné. Les activités de la Croix-Bleue, quelles sont-elles? Pour faire court, on dira qu'on travaille à la prise en charge, à la prévention. Nous travaillons sur le VIH parce que désormais il y a un lien qui est établi entre la consommation de drogue et la pandémie, le VIH-Sida. Et puis nous faisons aussi le plaidoyer parce qu'il faut accompagner tout cela par un argumentaire solide à l'endroit des décideurs. Vous avez un large spectre en réalité en ce qui concerne vos activités, mais est-ce que vous avez le personnel adéquat pour mener à bien toutes ces missions? Nous avons une équipe spécialisée. Nous avons quand même une trentaine de personnes avec des qualifications différentes, depuis les médecins en passant par les infirmiers, les autres paramédicaux que sont les laboratoires, le personnel de soutien, les psychologues. Nous avons ce qu'il faut, en tout cas pour donner une réponse optimale. Alors, en particulier concernant la drogue, est-ce que vous avez cet accompagnement financier et logistique? Nous sommes principalement accompagnés par l'État de Côte d'Ivoire, parce que je dois vous dire que le centre est placé sous tutelle du ministère de la Santé, et nous recevons donc une subvention annuelle de la part du ministère. Je resterai discret là-dessus, mais ce qu'il faut dire, c'est que notre subvention va un peu décroissante, et voilà. Alors, est-ce qu'on peut dire dans ces conditions qu'elle n'est pas suffisante? Elle n'est pas suffisante. En parlant des frais de consultation, à la Croix-Bleue, il s'élève à 7 000 francs. Lorsqu'un patient arrive, il y a 2 examens à faire, urinaire et sanguin. Et quand on cumule les 2 examens, c'est 51 000 francs.
Nous savons que vous avez des patients qui viennent de l'intérieur du pays. N'est-ce pas trop élevé? De l'intérieur du pays, mais aussi des milieux défavorisés. C'est vrai, mais ce qu'il est bon de rappeler, c'est que quand je prenais les responsabilités médicales sur ce centre, la consultation était à 2500 francs, sauf que cette consultation n'existait presque pas. Et il faut comprendre que la Croix-Bleue a souffert des effets post-collatéraux. Après tout cela, le centre était à genoux. Il fallait créer donc des capacités pour qu'un minimum de services soit assuré, parce qu'on avait même le défi de la qualité de fonctionnement. Ce prix de consultation que nous comptons ramener à 4 000 francs pour donner au moins la possibilité à tout le monde de faire la première consultation. Vous avez parlé des examens qui font 51 000 francs, mais ces 2 examens ne se font pas ici à la Croix-Bleue. C'est une sous-traitance. Oui. Ce sont des examens qui sont faits dans les laboratoires agréés et pour lesquels nous sommes obligés de nous plier quand même à leurs exigences. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité, sur le plan social, de revoir ces prix à la baisse? Justement, notre objectif, c'est de rendre les soins à la portée de tout le monde. Alors, docteur, durant le tournage, nous avons vu des parents aux côtés de vos patients, donc des malades. Est-ce un préalable avant tout suivi ou tout internement? Dans tous les hôpitaux, ce n'est pas à la Croix-Bleue seulement, un patient devrait être accompagné par un parent. Et c'est ce que nous appliquons. Alors, docteur, est-ce que vous avez suffisamment de chambres pour l'hospitalisation de vos patients? Nous avons une capacité d'environ 30 lits. Oui. C'est vrai que ce n'est pas suffisant quand on regarde l'ampleur du phénomène en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Mais il faut dire que si nous devrions augmenter nos capacités, il faut que cela s'accompagne aussi du personnel adéquat, parce que la prise en charge des questions de drogue est une réfabrication des individus. En réalité, ce n'est pas des personnes malades, ce sont des personnes qui souffrent d'une déviation comportementale. Et il faut considérer ça comme tel, et cela demande énormément de travail. Alors, au-delà de la resocialisation, docteur, pourquoi ne pas faire une réinsertion socio-économique pour ces jeunes qui ont été sévrés dans des métiers, petits métiers, soit une formation ou autre, et leur donner ainsi une alternative? Alors, au niveau de la réinsertion, pour eux, il faut, si on veut réussir, un métier, un stage où il y a un maître de stage, parce que l'idée aussi, c'est de continuer à les resocialiser. Mais est-ce que ce n'est pas à vous de les préparer justement à cette situation? On rentre dans un champ, je dirais, social normal. Nous pensons le faire au mieux, mais nous sommes quelque peu démembrés. Déjà, je dois vous dire que les 2 psychologues qui nous tiennent compagnie sont des psychologues bénévoles, qui ne sont pas pris en compte par l'État. Ils ne sont pas pris en compte dans la subvention? Alors que dans l'OSATU, je vous disais, la prise en charge est médico-psychosociale. Si on a des psychologues qui sont bénévoles, donc qui viennent à leur gré, il est clair que nous ne pouvons pas avoir les résultats escomptés. Est-ce que vous avez des chiffres de jeunes, et parce que aujourd'hui c'est notre sujet, qui ont réussi cette réinsertion? On peut dire que sur 100% de prise en charge, nous avons quand même 80% de réussite et seulement 20% de rechute. On peut s'en féliciter. Aujourd'hui, il faut que la chose soit récupérée par les pouvoirs publics et par les décideurs, qu'on mette à la disposition de la Croix-Bleue tout ce qu'il faut. Nous avons encore besoin d'un accompagnement au niveau financier, au niveau humain et au niveau matériel. Vous constatez que nous n'avons même pas une ambulance. Alors, docteur, on a compris un manque de moyens. Il faut revenir encore à la drogue. Dans les écoles, comment endiguer ce mal? Comment faire? J'agrée donc ce que vous dites. Nous sommes dans le quotidien de la prise en charge et des révélations, à la limite graves, nous parviennent. La drogue est dans nos établissements. Ce sont pour certains établissements des éducateurs d'internat eux-mêmes qui vendent la drogue aux enfants. Vous avez les preuves de ce que vous avancez? Bien sûr, ce sont des retours de parents et d'élèves eux-mêmes quand ils sont interrogés. Nous avons des vigiles de quartier qui ont leur antichambre, donc qui ont la drogue. Que faire? Il faut commencer déjà par une prévention, une politique de prévention. Quels sont vos rapports avec, par exemple, le ministère de l'Éducation nationale, puisqu'on parle d'école
et aussi le ministère de la Sécurité. À la Croix-Bleue, nous sommes dans la lutte contre la demande. C'est-à-dire que le travail que nous faisons sur nos pensionnaires font qu'ils demandent de moins en moins la drogue. Mais la question de la réduction de l'offre est du ressort du ministère de l'Intérieur. Vous avez entre autres appris qu'il y a des descentes policières. Dans les fumoirs. Même si aujourd'hui, la tendance, c'est l'approche basée sur la santé qui prend le dessus. Mais nous sommes en contact avec le ministre de l'Intérieur par le biais du CILAD, qui est le comité interministériel de lutte antidrogue, avec lequel comité nous sommes vraiment au serré. Nous travaillons ensemble. Nous sommes en contact avec le ministère de l'Éducation parce que des cas d'addiction se sont révélés dans le milieu d'enseignants et au niveau des élèves eux-mêmes, quand on sait le rôle, le modèle, le rôle exemplaire que l'enseignant doit jouer. Et donc, nous avons une filière de prise en charge de tout ce qui est piloté par la DEMOS, qui est une structure donc, du ministère de l'Éducation nationale. Nous recevons les usagers de drogue qui sont dans le corps de l'éducation. Alors, docteur, on ne peut pas faire l'impasse sur la crise sanitaire que nous traversons. Tout à l'heure, vous avez parlé de promiscuité entre ces jeunes qui s'adonnent donc à la drogue. Mais comment vous faites aujourd'hui pour travailler, sachant que c'est quand même un centre d'accueil, vous êtes proche de vos patients, alors qu'il faut respecter ces gestes barrières? La Croix-Bleue a décidé de respecter à la lettre toutes les mesures barrières de protection. Le problème avec nos usagers se pose au niveau de leur site de vie. Encore une fois, je rappelle qu'il y a une promiscuité, mais avant ça, l'usage de drogue entraîne une baisse de l'immunité. Ce sont des gens qui sont fragilisés parce que ce sont des gens qui négocient avec leur état nutritionnel qui n'est plus une priorité. Donc c'est une population en général fragile sur le plan immunitaire et on doit craindre pour le Covid. Nous avons réduit donc nos consultations et nos hospitalisations à des cas vraiment cruciaux. Mais ce qui est intéressant de remarquer, c'est que le masque ne marche pas dans notre milieu sur les fumoirs et sur les sites de retrouvailles. Le port du masque est obligatoire. Oui, mais parce que toutes les drogues en Côte d'Ivoire, pour le moment, en dehors de quelques cas qui ont été ramenés d'usage par injection, la plus grande partie du comportement d'usage, toutes les drogues sont fumées. Même les drogues qui, dans d'autres pays, sont injectées, on s'arrange en Côte d'Ivoire pour les rendre fumées. Par exemple? On ne peut pas fumer Laquelle? avec les bavettes. L'héroïne, qui est normalement une drogue d'injection, dans son histoire, est fumée en Côte d'Ivoire, transformée par une poudre avec laquelle on asperge le cannabis traditionnel. Docteur, nous sommes donc au thème de cet entretien. Quel appel voulez-vous lancer aux élèves, donc à la jeunesse, aux parents et au gouvernement? Il est bon de leur dire qu'il y a un espoir, ce n'est pas une condamnation. Le chemin retour est possible avec une aide bien agencée. À nos autorités, je voudrais donc lancer un appel pour dire qu'il faut que la drogue sorte d'un tabou et que l'usage de la drogue soit considéré comme une pandémie, parce qu'elle est prévue par la littérature pour être la maladie du 3e millénaire. Il faut faire quelque chose pour eux. Merci, docteur Bis Samdi. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève ce numéro de 52 minutes pour comprendre qui était consacré à la Croix-Bleue. Pour revoir ce numéro 52 minutes, rendez-vous sur la chaîne YouTube ou le site internet de RTI 1, à savoir www.rti.ci, et bien sûr la page Facebook de 52 minutes pour comprendre. Mais un rappel, n'oubliez pas de respecter les gestes barrières, lavez-vous régulièrement les mains avec de l'eau et du savon, respectez la distance physique d'1 mètre, c'est le minimum. Si vous voulez tousser ou éternuer, faites-le dans le pli de votre coude. Et puis bien sûr, portez votre masque pour vous protéger et pour protéger les autres. D'ailleurs, le port du masque est obligatoire. Nous nous retrouvons prochainement pour un autre numéro de 52 minutes pour comprendre. En attendant, restez connectés sur RTI 1 pour la suite de ces programmes. À très bientôt. Bonsoir à toutes. Bonsoir à tous.